Bienvenue dans ce podcast un peu spécial. Alors pour ceux qui ne savent pas, le podcast c'est quoi? C'est simple de base, c'est un mercredi sur deux. On fait 40 minutes d'émission de pur contenu technique, 100% animé par la communauté d'Oteria, avec des rums, des conseils techniques ou des write-ups de CTF. Néanmoins, cette fois-ci, nous ferons une interview. Et un peu spéciale, pas n'importe qui, V2F. Enchanté, bienvenue Merci à Oteria. Comment ça va? Ça va super, merci de m'accueillir ici. Franchement, les locaux, je pense que les gens le voient sur la caméra, c'est très propre. Et du coup, je suis vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un podcast avec un cadre aussi pro, quoi. Super, merci dans beaucoup. une école, quoi, d'habitude. Eh ben, ça tombe bien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors moi, c'est Victor. Du coup, V2F en ligne. C'est un pseudo qui date quand j'avais 12 ans et que j'étais sur Xbox Live. Mais je ne l'ai jamais changé. Et du coup, ouais, à la base, j'étais ingénieur. Enfin, j'ai commencé les vidéos quand j'étais au lycée à 15 ans. C'était du jeu vidéo pendant un petit moment. Puis après, c'était l'époque en 2012 où vivre de YouTube, c'était pas du tout une idée, même si ça marchait plutôt bien. J'étais pas loin des 100 000 abonnés en 2013, quoi. Du coup, j'ai fait une prépa. Parce que je me débrouillais plutôt bien en cours et puis j'aimais les maths, tout ça. Donc je me suis dit, je vais faire une prépa scientifique, voir. Mais vraiment, ce qui me passionnait, c'était la vidéo tout le temps. Mais c'est vrai que la perspective d'avenir sur YouTube n'était pas vraiment encore là. Du coup, j'ai fait une prépa et j'étais vraiment chanceux parce que c'était l'année où les prépas ont commencé à mettre du Python dans le programme. Alors qu'avant, je crois que c'était MATLAB. Ouais, Et je pense que si j'étais tombé sur du MATLAB, je ne serais pas allé dans l'informatique. Mais du coup, j'ai découvert vraiment l'informatique en prépa avec le Python. J'avais vraiment un prof qui était fantastique et qui faisait des petits exercices Python magnifiquement bien faits. Et du coup, je me suis intéressé à ça. J'ai décidé de faire une école d'ingénieur informatique. Et j'étais ingénieur pendant 2-3 ans, mais toujours, je voulais faire des vidéos, donc j'ai continué. Au début, je faisais des vidéos pour des clients, et quand j'avais assez de fonds de côté, je me suis dit, je vais tenter de me lancer à fond sur YouTube, voir si ça marche en 2023. Et pour l'instant, ça marche. Donc j'espère que ça va continuer. Donc je fais des vidéos autour de la tech, autour de la programmation, vraiment, sur la chaîne YouTube V2F, et depuis un an sur la chaîne secondaire Overflow. Trop bien. Petite question, ça me permet un peu d'embrayer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire 2 chaînes en fait? Pourquoi il y a eu cette volonté d'un peu de diversifier peut-être ton contenu? C'est quoi ce qu'il y a derrière? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne principale, j'ai vraiment envie de la garder. C'est mon petit bébé et c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc, c'est le problème aussi, mais c'est aussi ce qui, je pense, me permet de faire les vidéos que je fais. Parce que il y a le motion design, faire du long motion design, ça coûterait beaucoup trop cher. Alors que si je le fais moi-même, c'est beaucoup plus gérable. Mais le problème, c'est que ça prend un temps fou, du coup. Surtout qu'en ce moment, j'ai envie de rallonger les vidéos. Ça fait au moins 20 minutes. La prochaine, où il y aura Oteria, elle fera autour de 35 minutes. Ah oui. Du coup, c'est 35 minutes de motion design à faire et ça prend toujours un temps fou. Ok. Et l'idée derrière la chaîne secondaire, c'était de pouvoir faire des petits trucs beaucoup plus rapides, de 10 minutes, et de m'encadrer petit à petit d'une équipe pour tenter d'automatiser ça. Et l'idée, c'est un peu, je pense, comme l'a fait Joueur du Grenier avec Bazar, le Bazar du Grenier, c'est de ramener de l'argent pour pouvoir faire moins de vidéos sur la chaîne principale, mais faire des projets de plus en plus ambitieux. Et je pense que ça se voit d'ailleurs, parce qu'avant la chaîne secondaire, toutes les vidéos faisaient autour de 10-12 minutes grand max. Et là, depuis, il y a déjà 3 vidéos qui font plus de 20 minutes. Et il y en a une qui va faire 35 minutes. Et ça, du coup, c'est grâce à la chaîne secondaire qui permet d'espacer les vidéos. Ce qui est un peu dommage pour les gens parce qu'ils ont moins de contenu sur la chaîne principale. Mais je pense que c'est du contenu plus qualitatif, plus intéressant. Donc au final, tout le monde y gagne, je pense. Et moi, ça me passionne bien plus parce que ça permet vraiment de creuser les sujets. Et je pense que ça se voit. Entièrement d'accord. Franchement, très intéressant d'avoir un peu ce point de vue de créateur. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent ou qui est un peu plus caché et pas forcément très bien exposé. Néanmoins, beaucoup d'étudiants, justement, qui s'intéressent à la programmation ou à la cyber, nous demandent souvent quels projets ils peuvent lancer. Alors toi, tu en as lancé pas mal, même tu en fais un peu ton quotidien. Et toi, finalement, quand tu lances un nouveau contenu, un nouveau projet, c'est quoi ton point de départ? L'idée, la techno, le problème à résoudre, ou alors peut-être même une frustration perso, c'est quoi un peu l'élément déclencheur? Alors, pour les jeux, la question c'est pour savoir comment les gens devraient chercher des projets à faire, c'est ça? Ok, je vais commencer par là, puis après je parlerai de mon process pour les vidéos, parce que c'est vrai que c'est un peu différent, je pense, en fonction si vous voulez apprendre ou si vous voulez faire un contenu pour Internet. Si vous voulez apprendre, je pense que si vous êtes vraiment débutant, à mon avis, la meilleure idée, c'est de prendre un projet qui a déjà été, où il y a des tutos, où il y a une vidéo en ligne. Comme ça, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas frustré, parce que je pense que
c'est le plus dur. Au début, on a peur, on est frustré. Dès que ça bloque, c'est un petit peu chiant. Donc, c'est d'avoir un projet tout fait. Il y en a plein sur Internet. Il y a plein de vidéos YouTube. Il y a plein de sites Internet qui le proposent. Donc, je pense commencer par là. Ça va sûrement être genre une app de to-do list. Je pense que c'est le classique, ce genre de choses. Donc, commencez par ça, voir si ça vous plaît. Et puis après, c'est simplement faire des projets qui vous intéressent. Parce qu'au final, c'est là où vous allez vraiment vous pousser et ça va devenir un plaisir quoi, de réussir à faire ça. Et de mon côté, moi, c'est vrai que c'est plus biaisé parce que l'idée, c'est d'en faire une vidéo. Donc, l'idée part toujours du titre de la vidéo ou de la miniature. C'est ça qui, si j'ai pas un bon titre, si j'ai pas une bonne miniature, si j'ai pas un sujet qui, je pense, peut intéresser les gens, bah, forcément, la vidéo va flopper. Donc, ça sert à rien. Donc, je pars vraiment de là. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, qu'est-ce qui serait intéressant de faire en vidéo. Et une fois que j'ai ça, bah, je me penche vraiment sur la technique et je me mets pas vraiment de limite. Typiquement, la vidéo sur Oteria, ça va être refaire Internet de zéro, donc vraiment tout de A à Z. Je sais pas si elle sera sortie, je sais pas quand sort le podcast, mais je pense qu'elle sera déjà sortie d'ici là, normalement. Et du coup, c'est refaire Internet de A à Z, mais vraiment de A à Z. C'est-à-dire que ça part du comment est-ce que des bits traversent les câbles jusqu'aux couches les plus hautes, les couches d'application, tout ça. Donc vraiment tout de A à Z. Et ça, c'est un domaine que je connaissais pas. Enfin, je connaissais les bases, mais pas plus que ça. Et du coup, je me mets vraiment aucune limite. Et je pense que c'est ça qui permet aussi de faire des vidéos intéressantes. C'est que vu que j'apprends sur le tas, ça permet aussi de... Je pense que ça me permet de voir les petites subtilités qui sont dures à comprendre, qu'un expert qui est établi sur le sujet depuis des années, pour lui, c'est trivial. Alors, d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est intéressant, ça également. Donc, Ok. Et est-ce qu'il y a une sorte de passion pour finalement comprendre exactement comment ça fonctionne? Parce que si on repart de zéro, enfin avec ta dernière vidéo sur Internet, si on part de zéro, c'est qu'il y a vraiment une sorte de petite curiosité sur comment ça fonctionne. Enfin, vraiment le truc par essence. Oui, moi j'adore. Même ça me fait marrer parce que souvent quand j'ai un petit problème, par exemple à la maison, il y a un truc qui casse ou quoi, ça me fait limite plaisir parce que je trouve que c'est toujours intéressant de. J'avais un moment, j'ai mon volet qui s'était cassé, j'ai dû le remplacer et au lieu de payer quelqu'un pour le faire, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça marche. Machin. Ça m'a toujours passionné de faire ce genre de choses, même au-delà de la tech. Et du coup, oui, ça part essentiellement de là. J'aime bien faire des recherches, lire plein de choses sur un sujet, vraiment y aller en profondeur. Donc, clairement, ça part de là. Est-ce que finalement, par essence, le truc un peu cool de la technique et le point principal à avoir, c'est pas la curiosité? Ouais, je pense même dans tout. Dans tout, même pas que la tech. Je pense que être curieux dans la vie, c'est bien utile. Ne pas avoir peur de passer pour un idiot, de poser des questions. Je pense que ça vous permet d'aller loin et de comprendre beaucoup plus que si vous restez un petit peu dans votre coin. Et ça, ce que j'apprécie énormément avec l'IA, c'est justement qu'on peut poser des questions à une sorte de prof sans avoir peur de passer pour un idiot parce que c'est une question, on se dit que c'est une question simple ou quoi que ce soit. Et franchement, l'IA, je trouve que c'est un outil formidable pour tout ce qui est apprentissage. Moi, j'adore l'utiliser pour approfondir un sujet ou juste avoir une conversation avec quelqu'un sur le sujet pour voir si vraiment je l'ai compris. Et je pense que c'est un tuteur fantastique. Et moi, j'adore ça. Donc, être curieux. Et justement, l'IA, je pense, permet d'être encore plus curieux avec une certaine facilité. Quoi, pas avant. Très intéressant. D'ailleurs, ça me permet de continuer avec, est-ce que tu codes encore toi-même tes projets aujourd'hui ou est-ce que ton rôle a évolué vers autre chose avec le temps? Comment un peu ça s'organise? Parce que tu as 2 chaînes, donc ce qui fait que ça donne quand même pas mal de boulot. Comment tu fais, toi? Alors, ça a pas mal évolué. Donc, à la base, je faisais des projets de A à Z. Je codais tout de A à Z et même je mettais en ligne. Je pense par exemple au robot anti-fur, par exemple. C'était un des premiers projets informatiques que j'avais fait. J'avais fait un site web, j'avais fait un bot Twitter. Enfin, il y avait tout qui était visible et il y avait souvent le code. J'ai continué à faire ça jusque récemment. Par exemple, la vidéo internet, il n'y a pas de code. Et je pense que de plus en plus, il y aura moins de code. Tout simplement parce que ça me permet, je pense, de faire des sujets un petit peu plus globaux, de faire des sujets tech qui sont peut-être pas liés forcément à la programmation, parce que typiquement faire Internet de zéro, je vais pas installer des routeurs et tout, ça risque d'être un peu trop long et fastidieux. Mais du coup, je pense que ça me permet de faire autre chose, parce que j'ai l'impression, à un moment, je commençais à me dire que je tourne peut-être un peu en rond. Je veux dire, faire un site web, faire une appli, une fois que tu l'as fait une fois en vidéo, c'est fait. Ouais. Il y a pas grand-chose de nouveau, il y a peut-être des petites subtilités, mais c'est pas forcément intéressant.
Et là, justement, ça me permet d'explorer des domaines bien différents. La vidéo sur le Bitcoin, par exemple, il n'y a pas de code, en fait. J'ai pas du tout recodé, mais je me suis intéressé, j'ai Oui. lu le papier, j'ai lu vraiment la technique, les maths derrière. Et du coup, ça change un petit peu la perspective des vidéos qui deviennent un peu plus architecturales, on va dire, que du code pur. Et en même temps, je trouve que c'est une bonne évolution parce que je pense que le monde du développement va vers là, c'est-à-dire plus se pencher sur l'architecture et tout ce qui est code, ça va être l'IA qui va le faire. Nous, on est plus là pour faire l'infrastructure, la scalabilité, penser à la scalabilité, la cybersécurité, Ok, ce genre de choses. super. Justement, l'IA. L'IA est partout. Ouais. Concrètement, comment toi tu l'intègres dans ton quotidien, que ce soit créateur ou bien dans tes projets techniques, si tu l'utilises bien sûr. Est-ce que c'est pour des outils, de l'automatisation, pour avoir de nouvelles idées, ou est-ce que sinon bah, tu l'utilises pas et peut-être pourquoi c'est quoi un peu ton avis sur tout ça? Moi, j'utilise énormément l'IA, sûrement beaucoup trop, mais je trouve que c'est un outil fantastique. Je le disais plus tôt, pour l'apprentissage, ça, je pense que c'est mon utilisation principale, c'est de simplement essayer d'approfondir, de mieux comprendre. Dès que j'ai une question, quelque chose où j'ai un petit détail qui me manque pour tout comprendre, je peux aller voir l'IA. Bon, après, il faut un petit peu vérifier. Parfois, c'est vrai elles peuvent halluciner, mais je trouve que généralement, elles font du bon boulot. Ce que j'aime bien faire aussi, si jamais j'ai une question où je trouve pas vraiment beaucoup de sources, j'aime bien poser à plusieurs IA, plusieurs modèles d'IA différents, voir si les réponses se croisent. Mhm. Et ça me permet d'avoir une bonne idée si vraiment ils racontent n'importe quoi ou s'ils sont dans le juste. Et ouais, comme je disais, avoir un tuteur personnel, ça, normalement, tu dois payer ça, je sais pas combien. Ah oui. Alors que là, c'est gratuit, quoi. Et je trouve ça fantastique, du coup, surtout de l'apprentissage, mais aussi, lorsque je codais les projets, j'utilisais pas mal pour m'aider. Euh, et ça, c'est tellement une grosse différence. J'ai encore du mal enfin, j'ai du mal à imaginer comment on faisait avant avec Stack Overflow, trouver le bon thread c'était compliqué, alors que maintenant, tout se fait tellement plus facilement. Donc, ouais, pour le code, évidemment. Pour la création de vidéos, c'est très utile aussi. Euh, faut l'oublier pour le script. Ouais. À chaque fois que j'essaye, je trouve que le script est fade. J'ai jamais été fan de ce que ça produisait. Mais ce que j'aime bien faire, par exemple, lorsque j'ai fini un script, je l'envoie à l'IA et je lui dis, est-ce que tu vois des erreurs techniques, des choses qui auraient pu m'échapper pour être sûr. Ça permet de faire un proofread, quoi, qui est peut-être pas parfait, mais qui parfois m'a permis de voir des petites subtilités que j'ai manquées ou que j'aurais dû rajouter. Donc c'est bien pratique pour ça. Et aussi pour créer des assets. Typiquement, là, pour la vidéo sur Internet, il y a trouver des PNG je sais pas, de routeurs qui soient exactement comme je souhaiterais, t'en trouves pas forcément, et utiliser l'IA pour générer un PNG, une image que je peux ensuite utiliser et animer dans mon motion design, ça c'est bien pratique aussi. Et je pense que c'est à peu près tout niveau IA, mais ouais, franchement, j'utilise énormément. Et aussi pour des idées, tu t'en parlais, ouais, les idées, c'est très utile aussi. Surtout par la chaîne secondaire, ça. La chaîne principale, généralement, les idées me viennent tout seul, parce qu'il y a une vidéo tous les 2-3 mois, donc c'est simple. Mais lorsque la cadence augmente, par la chaîne secondaire, par exemple, je lui donne par exemple la liste de toutes les vidéos que j'ai fait. Je lui dis, t'as pas des idées de vidéos qui seraient intéressantes? Et parfois, il y en a des bonnes dans le tas. Il y a beaucoup de bof, quoi, mais il y en a une ou deux souvent où tu dis, ah, il y a un truc à creuser. Donc, Ok, c'est intéressant. Ouais. superbe. Ok. Alors, beaucoup de lycéens réfléchissent au cyber comme quelque chose de distinct de la sécurité. La cybersécurité, pour toi, c'est plutôt quelque chose une contrainte, un réflexe, c'est un terrain de jeu intellectuel. C'est comment tu qualifierais un peu tout ce monde finalement? Je pense que quand on dit que c'est une contrainte, c'est bien vu. Parce que en soi, c'est une contrainte et c'est justement, j'ai envie de dire, sa plus grande faiblesse à la cybersécurité, c'est que dès qu'on va ajouter une sécurité, ça fait que l'utilisateur souvent va avoir une contrainte supplémentaire lorsqu'il veut se connecter ou que sais-je. Et un exemple qui me semble frappant pour parler de ça, c'est l'utilisation par exemple du code PIN sur téléphone qui est devenu ensuite la reconnaissance d'empreintes digitales. Et je pense que ça a complètement chamboulé la sécurité des smartphones parce que je connais, enfin moi par exemple, et je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui, quand il fallait tout le temps taper le code PIN, on le désactivait simplement. Donc on enlevait complètement l'aspect sécurité parce que justement c'était trop une contrainte. Et grâce à l'empreinte digitale, d'un coup c'est devenu, ça revenait au même. Si je mets mon doigt ou que je swipe vers le haut, c'est pareil, c'est du pareil au même. Donc beaucoup de gens ont réactivé la sécurité.
Et je pense que justement, pour ceux qui, je sais pas s'il y a des entreprises ou que sais-je qui font de la sécurité, je pense que pour que la sécurité soit utilisée, il faut justement faire en sorte que ce soit le moins une contrainte possible. Mais malheureusement, de nos jours, c'est une contrainte nécessaire et c'est essentiel, surtout si on est exposé en ligne, si même plus globalement, il y a de plus en plus de fuites de données. Donc il y a vos infos qui circulent de partout, que vous vouliez ou non, c'est le cas. Et donc il faut s'adapter, il faut savoir être plus prudent, détecter tout ce qui est phishing et compagnie. Aussi bien savoir gérer ses mots de passe. Je ne sais pas si combien de gens par exemple ont un gestionnaire de mots de passe. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise un seul mot de passe en se disant que c'est plus pratique, alors qu'au final avoir un gestionnaire finalement c'est encore plus simple, je trouve. Mais oui, c'est quelque chose d'essentiel et je pense que ça le devient de plus en plus, surtout avec, je pense que l'IA aussi a pas mal joué dans le Oui. fait que c'est plus simple de faire des attaques Ouais. avec l'IA. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de fuites de données qui augmentent de plus en plus. Et je pense que ça va pas forcément ralentir. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, c'est quelque chose sur lequel qu'il faut étudier et où il faut des gens bons qui peuvent justement sécuriser tout ça. Et du coup, c'est parfait que Oteria en forme, quoi. Ben, super, ravi en tout cas que ça puisse aider. Ah oui. Est-ce que, justement, il y a un moment où tu t'es dit, ok, là, j'ai vraiment pris conscience des enjeux cyber, genre peut-être une anecdote, un bug sur un de tes projets, ou même quelque chose que tu as fait une exposition publique d'un service et qui a été pété par quelque chose, un acteur étatique ou ce genre de choses. Est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Alors, j'en ai pas mal, je pense. J'en ai 2 ou peut-être 3, je ne sais pas. Je vais commencer par la première, celle qui, je pense, qui montre la puissance des fuites de données, parce que parfois on se dit quelqu'un a mon adresse mail, mon téléphone, c'est pas si grave, mais justement j'ai des proches qui se sont fait avoir par du hameçonnage, du phishing, et la puissance de ces fuites de données, c'est que avant le phishing, c'était du phishing qui était complètement cramé, genre vous avez gagné au loto ou que sais-je, ça tout le monde sait, mais maintenant ça permet de faire du phishing ciblé à grande échelle, quoi, du spear phishing à grande échelle, avec des infos tellement personnelles que forcément, tu fais confiance. Et du coup, je pense que c'est un enjeu énorme parce qu'avec avec toutes les fuites de données qu'il y a eu, tout le monde a ces données un petit peu accessibles, à mon avis. Et tout le monde peut avoir, par exemple, le proche qui s'est fait avoir, il y avait, c'est sa banque, enfin, ils se sont fait passer pour sa banque avec l'IBAN, parce que justement, l'IBAN avait fuité à cause de Free, il me semble, si je me rappelle bien. Et du coup, il voit son IBAN, il se dit forcément c'est ma banque, parce que comment quelqu'un pourrait avoir une donnée aussi sensible sur moi, Oui. alors qu'au final, c'est accessible sur le dark web, quoi. Donc c'est vraiment ça m'a fait prendre conscience d'à quel point les fuites de données peuvent être dangereuses. Sinon, une petite anecdote rigolote, c'est j'avais fait un site web, j'avais fait un projet de code sur ma chaîne principale où j'ai créé un langage où tu écris en emoji pour coder, tu codes en emoji. Et j'avais fait un petit compilateur en ligne pour que les gens le testent. Évidemment, en 30 minutes, ils avaient réussi à utiliser ça pour atteindre le serveur et faire n'importe quoi. Du coup, j'ai dû tout arrêter. Parce que je me suis dit, bon, je vais pas passer des nuits entières à sécuriser ça. C'était juste histoire de montrer. Du coup, ça, je me suis dit, oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut penser à la cybersécurité direct quand tu fais la chose. Alors que moi, je me suis plus concentré sur avoir un compilateur qui marche avec l'emoji et pas sur l'aspect infrastructurel, etc. Alors qu'au final, effectivement, c'était débile. C'était sûr que quelqu'un allait tenter quelque chose, quoi. Donc, de ce point de vue-là, ouais. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai une dernière, mais elle me revient pas là dans les médias. On pourra l'avoir plus tout à l'heure. Peut-être que si elle me revient, je le dirai. Ouais. Super. D'ailleurs, justement, tu parlais des données personnelles, etc. tout à l'heure. Et toi, en tant que créateur très exposé quand même, comment tu gères ta propre hygiène numérique? Est-ce que tu la changes? Est-ce que tu as certaines pratiques? Comment tu fais en fait finalement? C'est quoi un peu tes réflexes, tes bonnes pratiques que tu pourrais partager? Ouais. Alors j'ai mis pas mal de choses en place. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre qui, je pense, peut aider le plus grand monde. Et puis ensuite des choses plus... si vraiment vous êtes exposé, quoi. Je pense que la première chose à faire, c'est peut-être avoir un numéro de portable jetable, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir un numéro. J'ai un numéro pour mes proches et pour tout ce qui est vraiment administratif, la banque, enfin les choses sérieuses, quoi, on va dire. Et j'ai un numéro jetable dès que pour une livraison, par exemple. C'est le genre de truc qui risque de fuiter facilement. Du coup, j'ai un numéro qui, c'est le forfait le plus bas, quoi. Je crois que c'est 2 € par mois. Et ça me permet d'avoir ça et de m'en foutre complètement si jamais
Je vois qu'il y a une fuite de données, je peux le changer parce que personne n'a ce numéro. C'est juste pour les livraisons, ce genre de choses. Donc ça, c'est très pratique, je trouve. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'avoir des, euh, des services comme Passmail, je crois que ça s'appelle, donc des alias d'email. Ça, j'adore utiliser ça. Comme ça, personne n'a votre vraie adresse et ça permet de vous cacher un petit peu. Parce que je pense que ce que font beaucoup le dark web lorsqu'ils cherchent à avoir des infos sur une personne, c'est de regrouper justement plusieurs fuites de données et ils font ça grâce à votre adresse mail, grâce à votre nom. Donc, plus vous cachez les choses, plus ce sera difficile pour eux. Donc, c'est pour ça je pense avoir un service qui cache ton mail est très utile et je crois que c'est assez démocratisé maintenant avec Apple, par exemple. Donc, ça, c'est pratique. Ça permet d'éviter un petit peu de s'exposer pour rien. Ça, j'adore l'utiliser. Et puis, dès qu'il y a une fuite, on peut facilement désactiver cette adresse sans que ce soit fatal pour les autres, quoi. Ça, c'est très utile. Je pense que pour la livraison aussi, forcément, utilisez plutôt des points relais qui sont loin de chez vous, qui sont loin de chez vous, peut-être. Ça dépend à quel point vous êtes exposé. Pas dans la même rue, quoi. Ouais, après, ça dépend. Si vous n'êtes pas exposé publiquement, je pense que juste avoir un point relais à côté de chez vous, ça le fait. Mais si plus vous êtes exposé, plus ce serait peut-être malin de aller un point relais, utiliser celui-ci, puis celui-là, puis un autre encore, histoire de brouiller un petit peu les pistes. Ça peut être une bonne idée aussi. Peut-être aussi, alors ça justement, parce que je vais en faire une vidéo sur la chaîne secondaire, je pense, et je vais voir avec un avocat, mais ce que j'aime bien faire, c'est aussi utiliser, à la place d'utiliser mon vrai prénom et nom, c'est d'utiliser mon deuxième ou mon troisième prénom. Comme ça, les gens, si jamais ça fuite, les gens se diront c'est un homonyme, c'est quelqu'un d'autre, c'est son cousin, et du coup ça permet. Et je pense que c'est légal parce que techniquement c'est sur ta carte d'identité, donc tu as le droit d'utiliser ton deuxième prénom si tu as envie. Mais justement, j'ai un petit peu creusé la chose pour la vidéo sur la chaîne secondaire, voir avec un avocat à quel point je peux pousser ça. Parce que typiquement, ça, je vais pas le faire avec la banque. Mais peut-être que c'est faisable. Du coup, je serais intéressé de voir à quel point je peux pousser ça. Ce que j'utilise aussi pour les factures, par exemple, parce qu'on te demande ton adresse de facturation, même si c'est pour un service en ligne, c'est d'utiliser la domiciliation pour avoir une facture qui est à un endroit complètement différent de là où tu vis. Donc ça, c'est pratique. Bon, ça, c'est vraiment si vraiment vous êtes parano ou que vous êtes exposé, je pense que c'est intéressant d'utiliser ça. Après, on n'est jamais à l'abri, malheureusement. Forcément, il se peut très bien qu'il y ait des données qui datent de je sais pas combien d'années qui fuitent, et du coup, avec les vraies infos. Mais je pense qu'il vaut mieux s'y mettre aussitôt que possible. Donc, je pense... Puis jamais faire confiance à personne, ça, je pense que c'est le plus classique pour tout ce qui est... par exemple, des SMS de phishing. Dès que votre banque dit « appelez-nous », appelez pas le numéro qui est affiché là, allez directement sur l'appli officielle de la banque pour les contacter de manière via leur appli officielle pour être sûr que c'est leur vrai numéro. Ça, je pense que ça peut pas mal aider pas mal de gens. Et... je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais ouais, c'est... Ne jamais faire confiance aux gens, je pense que c'est assez important, malheureusement. Je vois. Très intéressant. J'espère que ça pourra en servir pour certains qui essaient de se prémunir de ce genre de choses. C'est très compliqué, je pense, dans ce monde un peu hyper connecté. Oui, attention. C'est sûr. Puis même, par exemple, je parlais d'avoir un numéro pour mes proches. Oui. Ça, par exemple, en soi, un de mes proches peut très bien donner l'autorisation à une appli d'avoir accès à ses contacts, et paf, et c'est trop tard, via eux, quoi. Donc, c'est vrai. En vrai, ça en finit jamais, quoi. Oui. Mais plus on est prudent, normalement, au moins, plus on peut un petit peu éviter ou limiter la casse, ce qui est quand même appréciable, quoi. Tout à fait. Et petite dernière question, un peu quelque chose de réflexion pour voir un peu où est-ce qu'on se dirige dans le futur. Un peu projection, donc. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans les 3-5 prochaines années entre cyber, innovation technique, l'IA, la création de contenu et les nouveaux formats? C'est un peu une question avec beaucoup de sujets, mais c'est un peu pour voir ce que toi, tu apprécies le plus dans le monde. C'est d'un point de vue purement technique dans le monde, ou aussi des projets perso ou les projets deux? Perso, les deux. Les deux, ok. Et qu'est-ce qui, entre guillemets, actuellement, pourrait te dire, putain, dans 3-5 ans, ça va être une dinguerie de ce que je peux faire, ou ce genre, ou alors de sujets qui peuvent vraiment m'intéresser, voilà. Alors d'un point de vue, moi comme je l'ai dit, je suis vraiment fan de l'IA, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment une invention qui a sacrément bouleversé les choses, donc j'ai hâte de voir jusqu'à où on peut pousser la chose, et peut-être justement, je crois que la prochaine étape, c'est peut-être les robots. Il y a pas mal d'entreprises qui tentent de s'y mettre, même si pour l'instant ça a l'air d'être pas vraiment encore au point, quoi. Mais justement, ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc je dirais que
globalement, ouais, c'est tout ce qui tourne autour de l'IA, des robots, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et c'est assez marrant parce que c'est pas du tout ma formation. J'ai pas fait de cours sur l'IA ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que mon niveau technique en IA est pas très élevé. Il faudra peut-être que j'en fasse une vidéo histoire de comment refaire une IA de zéro, histoire de m'améliorer là-dedans. Du coup, ouais, d'un point de vue technique, je dirais ça. Et d'un point de vue perso, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, je crois, au début, mais j'aime bien. Enfin, ce que j'aimerais bien faire, c'est que la chaîne principale devienne vraiment des vidéos longues, long format de 30 minutes, très travaillées sur un sujet qui permet de le faire en profondeur. Et je pense que c'est utile pour les gens. Et moi, ça me passionne plus de faire ça comme ça que des petits projets de 12 minutes. Donc, à mon avis, sur la chaîne principale, il y aura plus de ça. Je me demande aussi si je vais pas un peu étendre mon champ. Parce que, comme je disais, je trouve qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais vite fait le tour j'aurais fait le tour un peu de la programmation pure. Donc, s'étendre un petit peu à d'autres domaines. C'est très possible. Et la chaîne secondaire, à mon avis, ce que j'aimerais faire, c'est m'encadrer de plus en plus. Donc là, pour la chaîne principale, je pense que j'aimerais toujours être tout seul. Parce que c'est vraiment comme ça que j'aime faire mes vidéos et c'est ça qui me passionne le plus. Donc, je vais pas le changer. Donc, je fais tout de A à Z moi-même. Mais pour la chaîne secondaire, j'expérimente de plus en plus. Maintenant, j'ai une motion designeuse qui m'aide. Du coup, j'ai plus à faire le motion design sur la chaîne secondaire, ce qui libère du temps, j'ai juste à faire le sujet. Et du coup, pourquoi pas essayer d'automatiser ça encore plus, avoir quelqu'un pour faire le script, ou au moins chercher un sujet intéressant. Peut-être pour les miniatures aussi. Pour l'instant, je les fais encore moi-même, même si j'ai pas un très bon niveau en miniature, mais Ouais, pourtant, elles sont pas mal. Hein, elles passent, franchement. Oui. Je me demande, peut-être qu'il faudrait que je fasse l'effort d'avoir quelqu'un pour faire la miniature. Mais le problème, c'est que ma miniature, je la fais toujours un peu au dernier moment. Du coup, je me vois mal à dire à quelqu'un, faut que j'ai ça dans 2 heures. Sinon... Oui. Et puis après, vu que tu as fait la vidéo, tu as quand même un peu l'essence de ce que tu veux représenter sur ta miniature. Donc aussi, c'est plus facile. Enfin, j'imagine que l'idée doit plus couler de source quand tu fais quelque chose plutôt que de confier à quelqu'un qui a peut-être que la vidéo n'est pas encore finie, etc. Donc, Exactement. Ouais, c'est un peu ça aussi mon problème. Je suis quelqu'un. J'aime beaucoup travailler seul, moi. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'adore YouTube. J'aime bien tout faire tout seul, pouvoir vraiment maîtriser de A à Z ce que j'ai fait. Et je pense que la chaîne secondaire, je vais tenter de plus en plus me forcer à déléguer. Parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'un point de vue création de contenu pour aller plus loin. Parce que je le vois bien sur ma chaîne principale, je suis limité par mon temps. Vu que je fais tout, c'est compliqué, quoi. Et j'aimerais garder ça, mais en même temps, j'aimerais aussi explorer un petit peu on va dire, la chaîne secondaire un peu plus entrepreneuriale, on va dire, avec peut-être des employés, ou du moins des freelances récurrents. Je pense que ça peut être très intéressant et ça me forcera un petit peu de sortir de ma coquille, ce qui serait pas plus mal non plus. Donc ouais, ce serait ça pour la chaîne secondaire et la principale, garder l'esprit. C'est à la fin. Ça, c'est pour dire que c'était stop. C'est la relance qui s'est pas lancée. C'est pas grave. Hop. Faut faire un petit mouvement, c'est ça. Hop là. On est de retour. C'est bon. Tac. Ok, ben écoute, moi j'ai eu toutes les réponses aux différentes questions. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Ça me fait plaisir. Merci encore de m'avoir accueilli. Hein. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on est chez Oteria. Enfin, c'est pas... Ah non, il ne voit pas le petit... Non, en fait, pour le voir, il faut se mettre en plan large. Et là, il y est. On est chez Oteria, du coup, école cyber, et qui va sponsoriser la prochaine vidéo sur la chaîne. Donc merci aussi pour ça. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir que vous me fassiez confiance. Et vraiment, je suis assez impressionné par les locaux, franchement. Et c'est une école qui, je pense, a de l'avenir. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu comment c'était encore au début, quoi. Ça devienne une machine. J'espère. On espère. En gardant un peu cet ADN, nous on essaie de garder l'ADN humain et c'est ce qu'on souhaite garder, un peu ce délire-là où on n'est pas trop éloigné de nos ça c'est notre délire. Ça se voit, ouais. Franchement, c'est une ambiance qui est juste parfaite, je trouve, pour apprendre. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis on te reverra dans les prochaines vidéos que tu vas pouvoir sortir. Et puis pour nous, le podcast, on se retrouvera donc au prochain mercredi, j'imagine. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais j'imagine au prochain mercredi, évidemment. On parlera encore de nouveaux sujets à droite et à gauche. Sur ce, à très bientôt tout le monde. Et puis à la prochaine. Bye bye.